Merci beaucoup, messieurs et dames, messieurs le ministre. Messieurs et dames, merci beaucoup d'être encore présents. On a pris beaucoup de retard jusque-là. Les débats précédents ont été houleux, mais je pense nécessaires et très passionnants, très intéressants. C'est le lieu de remercier les organisateurs de cette conférence qui en est à sa 9e édition. C'est aussi le lieu de crever les abcès, d'aller dans les débats qui parfois sont difficiles. Et ce qui va être intéressant sur le thème qui nous lie pour ce deuxième panel, c'est d'aborder un sujet qui, là, pour le coup, va véritablement nous permettre de comprendre en réalité qu'est-ce qui va changer la vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, on a un débat politique qui est très politisé, qui est très peu centré sur justement ce qui va changer la vie des Ivoiriens. Et donc, nous, on va essayer de comprendre la dynamique qui s'est passée sur les 10 dernières années, et puis essayer de la projeter dans le temps, et puis regarder avec nos panélistes qu'est-ce qu'il y a à tirer comme conclusion, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, et puis où est-ce que se dirige la Côte d'Ivoire sur les 5, sur les 10, sur les 20 ans à venir. Alors, je vais vous proposer d'accueillir avec moi, s'il vous plaît, mon premier panéliste, monsieur Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Sur l'automation, s'il vous plaît. Un peu plus nourri, s'il vous plaît. D'après monsieur le ministre de la République. Je vais accueillir aussi sur ce panel M. Yen Sié, DG du port autonome d'Abidjan, qui est un fidèle de la conférence Fiscopédie et un grand partenaire de Bloomberg Intelligence sur la question. Merci encore. Je vais aussi appeler M. Alain Quadio, directeur général de Keidan Group. Alain, merci d'être avec nous. Et puis, alors, malheureusement, on devait avoir une dame sur le panel, la représentante résidente du FMI en Côte d'Ivoire, qui va être remplacée par M. Marius Hachi, docteur Hachi, qui est chef économiste de Bloomfield Investment. Donc, malheureusement, on n'aura pas de gente féminine sur notre panel, mais bon, on va faire en sorte de... Marius, tu vas faire en sorte de représenter la gente féminine. Je plaisante, je plaisante. Écoutez, merci beaucoup. On n'a pas beaucoup de temps. On essaie de restreindre un petit peu le temps pour regagner un peu sur le retard qu'on a accusé. On va tout de suite rentrer dans les débats. Alors, je vais récupérer ma feuille. Vous m'entendez? Je peux avoir un... Ah, bah, c'est bon. Vous m'entendez là, j'imagine. Alors, donc on va tout de suite rentrer dans les débats. C'est un débat que j'espère structurer sous 3 volets principaux. Un premier volet qui va concerner la structure de l'économie et les tendances majeures qui se sont transformées durant les 15 dernières années. Une deuxième étape qui va concerner surtout les modes de financement de notre économie. Il y a des éléments dans le rapport Bloomfield qui mentionnent qu'il y a aussi, donc effectivement il y a des forces, mais il y a aussi des sources d'inquiétude sur lesquelles on va essayer de se pencher. Et puis peut-être terminer, ça fera office probablement de transition avec le panel suivant sur les questions un peu plus sociales, en matière sociale, voir comment est-ce que la vie de l'Ivoirien sur les 15 dernières années s'est potentiellement transformée et où est-ce que cet Ivoirien se dirige sur les années à venir. Alors, en ce qui concerne la structure de l'économie, Monsieur le ministre, la première question que j'ai envie de vous poser à vous, c'est, il y a encore quelques années, on disait de la Côte d'Ivoire que c'était un pays agricole, que c'était une terre. On a toujours mis l'agriculture au centre du développement en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on a vu dans les chiffres présentés par Bloomfield, la part de l'économie, la part de l'agriculture dans l'économie ivoirienne se restreint. Ça ne veut pas dire que l'agriculture performe moins, ça veut dire que les autres secteurs prennent plus d'envergure. Est-ce qu'on peut considérer encore aujourd'hui que le développement de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture? Est-ce que l'agriculture est devenue une rente pour l'économie ivoirienne? Comment est-ce que vous analysez cette tendance-là? Bien, je voudrais tout d'abord remercier Stanislas Désé, le PDG de Bloomfield, pour cette opportunité qui nous permet d'évoquer des sujets d'actualité portant sur
le volet économique de notre pays. Également féliciter en tout cas les organisateurs de ce panel. Et indiquer que, écoutez, vous savez, notre pays, sinon le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a une vision très claire, qui est que dans le cadre de son projet de société Côte d'Ivoire solidaire 2030, notre pays soit un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, avec des indicateurs bien précis. L'augmentation du produit intérieur brut, le doublement du revenu par tête d'habitant, qu'on soit au-delà des 4 000 $, l'augmentation de l'espérance de vie, la baisse de la pauvreté en dessous des 20%, etc., etc. Et la création d'emplois. Et pour mettre en œuvre cette vision, la fait de la planification, en élaborant en fait différents plans quinquennaux que nous appelons plans nationaux de développement. On a eu la première génération, vous vous en souviendrez, qui était de 11 000 milliards de francs CFA. Les Ivoiriens se sont demandé comment est-ce qu'on pouvait, où est-ce qu'on allait trouver de l'argent. Je pense que ce plan a été réalisé de 2012 à 2015. Et aujourd'hui, nous sommes à la 3e génération du plan avec 59 000 milliards de francs CFA, qui est également en cours de mise en œuvre, etc. Et qui avance très bien avec une contribution de 74% au secteur privé. Et lorsqu'on regarde en fait toutes les réformes que nous avons eu à faire, les réformes structurelles, les réformes sectorielles, cela nous a permis en fait de générer de la richesse nationale en Côte d'Ivoire. Vous vous souviendrez, en 2011, nous avons commencé avec un taux de croissance négatif de moins 4,7%. Et en 2015, on est monté jusqu'à 10,3-10,9% de taux de croissance. Avec la Covid, malgré la Covid, on a eu un taux de croissance positif. La Côte d'Ivoire, parmi les 25 pays au monde qui avaient affiché, malgré cette crise, un taux de croissance positif. Et vous noterez qu'on a une moyenne de 6,5%, etc. Avec un taux d'investissement qui s'est nettement amélioré de façon globale de 14,6% en 2012 pour être aujourd'hui à 26%. Mais tout cela, en fait, a eu un impact sur la stratification du produit intérieur brut. Parce que les Ivoiriens, les régionaux et les opérateurs économiques internationaux ont répondu à l'appel du chef de l'État pour sa vision, pour son pragmatisme et pour le rôle qu'il a donné au secteur privé. Et vous noterez que le secteur primaire, on parlait de l'agriculture, qui avait un taux de croissance, je vais dire, un peu moins de 20%, mais aujourd'hui en dessous de 15%, 14,9% si je ne me trompe pas. Et on note un glissement de la modernisation de notre économie du secteur primaire vers le secteur secondaire, qui est aujourd'hui environ à, je dirais, 24 ou 25%, avec le secteur tertiaire qui se maintient, etc. Mais cela démontre, Youssouf, que notre économie se modernise. Quand vous prenez toutes les grandes économies du monde, vous regardez la stratification de leur PIB, c'est d'abord le secteur tertiaire, services, ensuite l'industrie et un peu moins le secteur primaire. Et cela démontre que nous sommes en train de réussir la transformation structurelle de notre économie par l'industrialisation. Et les chiffres sont là pour l'attester. Moi, je prends quelques exemples pour des produits que nous connaissons, le cacao. Aujourd'hui, nous avions en 2012 un taux de transformation de l'ordre de 22%. Nous avons fait des réformes, on a mis des mesures incitatives en place, mais aujourd'hui nous sommes à 46% de taux de transformation. Avec des nouveaux acteurs, nous avions peut-être environ 4 ou 5 broyeurs en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ils sont 14 dans le secteur de la transformation du cacao. Vous prenez l'anacarde, où nous sommes leaders mondiaux également,
nous étions à peine à 6%. Aujourd'hui, nous sommes à 36% des taux de transformation, avec l'objectif de 50% que le gouvernement s'est donné jusqu'en 2030. Le secteur du caoutchouc, on est à pratiquement 98%. Tout ceci pour dire que la structure de l'économie a changé. Il y a eu l'attraction de nouveaux acteurs qui se sont intéressés à notre économie et que notre économie se modernise avec également une classe moyenne qui se renforce, qui, selon les études, est au-dessus des 30% au niveau de la population. Donc, pour répondre clairement à cette question, sur la base, en fait, du bilan, je pense que je peux m'arrêter là. Sauf si je faut que je parle des perspectives. Non, on va y revenir parce qu'effectivement, il y a des questions que j'aimerais approfondir. Mais Okay. Dans le même sens, en termes de transformation, Monsieur Yen, directeur général du port autonome d'Abidjan, est-ce que cette dynamique de transformation, vous la voyez, vous la ressentez sur les 15 dernières années au niveau des échanges au port? Merci. Après tout le monde, je dis aussi merci à Stan de nous permettre d'éclairer un peu les opinions sur certains points. Effectivement, la transformation, les éléments macro vous ont été communiqués par le ministre du Commerce, mais au-delà de cela, c'est la dynamique de l'économie même qui impulse, qui passe par le port. Le développement du port, la vigueur des activités portuaires est une résultante de la dynamisme économique. Un point à noter quand même, effectivement, comme il a dit, il y a certains éléments pour lesquels on exporte moins en quantité, mais on exporte plus en valeur. C'est pas le cacao. Moins de tonnage, plus de valeur, plus de devises pour le pays. Mais il y a des choses sur lesquelles qui sont manifestes, c'est que en 2010, on était dans une première récession, et la perspective de relancer l'économie supposait que les choses aussi soient là, les facteurs de production soient là, notamment la logistique, l'énergie et bien d'autres infrastructures routières. Et relativement justement à la logistique, le port est un nœud sur notre nœud essentiel. Et dans la même dynamique de modernisation, l'État a décidé de moderniser le port, les ports ivoiriens. Et le port d'Abidjan en a profité dans cette condition-là. Après de nombreux investissements, des investissements massifs, on est arrivé à sortir notre port de sa position de port secondaire. Soit dit en passant, dans les années 60, du des années 90, le port d'Abidjan était le port leader de la côte ouest africaine, et en tonnage et en infrastructure. Vous savez notre histoire, depuis 90, stagnait un peu en investissement. Et en 2010, on avait un port qui souffrait des déficits d'infrastructures, des problèmes de gouvernance, des problèmes financiers, et qui au final offrait des qualités de services plus ou moins acceptables aux opérateurs, mais à quel coût? Et l'économie doit se lancer, évidemment, pour ne pas se lancer avec ce port-là. Les investissements ont permis donc d'avoir aujourd'hui un port qui, je pense que les opérateurs sont là pour le témoigner, qui offre des possibilités énormes pour les opérateurs, les acteurs qui viennent en Côte d'Ivoire, les investisseurs, qui veulent produire pour exporter ou bien pour même importer, pour transformer. Et les chiffres sont là pour en témoigner. On est passé d'un tonnage portuaire de 17 millions de tonnes en 2011 à 40 millions de tonnes cette année. Soit 17 millions, 40 millions, c'est 135-140% de croissance. Et surtout, on a aujourd'hui des infrastructures modernisées qui permettent d'installer de plus grands navires. Avant, le port d'Abidjan, certains navires contournaient le port d'Abidjan parce qu'ils ne pouvaient pas y entrer. Aujourd'hui, les plus grands navires qui fréquentent les ports mondiaux peuvent venir à Abidjan, et je voudrais passer l'information que le 28 avril prochain, 27, on recevra au port d'Abidjan le plus grand navire conteneur au monde, qui avait 4000 boîtes, qui peut faire 4000 boîtes. Il viendra à Abidjan le 27 et le 28, si vous avez le temps, vous pourrez faire une visite au port sur ce navire-là, qui est un navire de MSC, pour ne pas faire de publicité, et qui va s'ouvrir un peu justement pour traduire un peu l'impact de la modernisation du port sur son attractivité. C'est un élément.
L'autre élément, c'est les éléments comparatifs en termes de terminaux. Pendant longtemps, le port d'Abidjan s'est retrouvé comme je dis, un peu genre secondaire, parce que les talents des opérateurs et des comparaisons des ports, c'est sur les conteneurs. Et le port de Lomé, nous, on avait vraiment le pion, parce que le port de Lomé, depuis quelque temps, fait 1 million de tonnes. Nous, en 2011, on faisait 650 000 conteneurs, 650 000 conteneurs en 2011. Aujourd'hui, c'est-à-dire en 2024, on a fait, l'année dernière, 2024, on a fait 1 500 000 conteneurs. Vous voyez le gap, c'est qu'il y avait un rattrapage vraiment fulgurant. Et en plus de cela, on a la chance d'avoir un pays qui produit et qui importe, contrairement à certains pays qui ne font qu'importer. Évidemment, en termes de balance, on a environ 54% pour l'import, 46% pour les exports, mais ce n'est pas tout le pays qui paye ce luxe-là. Donc, on a de quoi être assuré que l'économie va aider le port à aller de l'avant, mais l'économie aussi a la chance d'avoir un port qui est moderne aujourd'hui et qui aide à son dynamisme. En retour, tout le monde est gagnant. Et je pense que c'est, comme il a dit tout à l'heure, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, le président de la République ont une volonté vraiment ferme de faire en sorte que la Côte d'Ivoire émerge dans cette sous-région très perturbée, sinon que dans ce monde bien perturbé. Et les instruments comme le port sont là justement pour accompagner cette émergence. Je pense que le port, effectivement, c'est une infrastructure qui a beaucoup évolué, vous l'avez dit. Beaucoup d'évolutions sur le plan technique. C'est le miroir un petit peu de tous les investissements qui ont été faits en infrastructure. Mais par contre, il y a beaucoup d'acteurs ivoiriens aujourd'hui, en tout cas d'acteurs qui interviennent en Côte d'Ivoire, qui se plaignent, par exemple, des coûts logistiques liés à l'activité portuaire. Est-ce qu'aujourd'hui, alors d'ailleurs le rapport Bloomfield, il me semble, mentionne des points de compétitivité négatifs pour la Côte d'Ivoire concernant les coûts logistiques. Est-ce que c'est une question qui vous est... Comment est-ce que vous l'expliquez déjà? Comment est-ce que vous expliquez ce déficit de compétitivité du point de vue des coûts logistiques? Oui, c'est des éléments qu'il ne faut pas, je les révèle de la main. Ça tient à deux choses. Ça tient à deux choses, évidemment. Les ports sont des nœuds, mais les ports ne forment pas l'ensemble des coûts logistiques. Du port de sortie pour aller dans les zones de consommation. Évidemment, ce que nous avions en tant qu'autorité portuaire, c'est d'agir sur le port intramuros en termes de capacité de stockage, de capacité d'accueil des navires, des possibilités d'accueil des grands navires, de créer des économies d'échelle. Aussi faut-il sortir du port, aussi faut-il venir au port. Ça, c'est un sujet aujourd'hui qui est quand même adressé au niveau de l'État. Je pense que le ministre du Commerce est là. C'est qu'on souffre un peu, le port d'Abidjan souffre, c'est une congestion qui n'est pas propre au port d'Abidjan, mais qui est propre à beaucoup de ports africains. En fait, c'est l'interaction ville-port qui n'est pas très huilée, qui parfois conduit à des congestions. Les congestions, c'est le manque de rotation. Le manque de rotation, c'est des coûts additionnels. L'autre élément qu'il faut noter qui participe aussi, c'est le professionnalisme des acteurs. Très souvent, vous avez des opérateurs qui préfèrent traiter avec des gens qui ne sont pas très agréés, très outillés, et qui conduisent à des coûts indirects. Ça, c'est un élément qu'il faut noter. L'autre élément, c'est le rôle de financement des ports. C'est un sujet réel dont il faut parler. Vous avez des pays où les ports appartiennent aux municipalités, où le port, que ce soit Anvers, que ce soit Rotterdam, c'est les ports qui appartiennent à la municipalité, où il y a l'interactivité entre la ville et le port, carrément qui font que le port bénéficie des financements connexes qui permettent sa modernisation et sa compétitivité. Ici, notre système est tel qu'aujourd'hui, le port d'Abidjan doit se trouver des ressources pour se financer, doit trouver les moyens de rembourser ces encours. Évidemment, beaucoup de privés, quand le privé investit dans quelque chose, à un moment donné, il réagit ses coûts pour pouvoir faire face aux encours. Ici, nous avons une degré de liberté qui n'est pas très chose. Et là, même là, vous en parlez, mais beaucoup d'augmentations souhaitées par le port ont été contenues par l'État, justement, pour ne pas enchérir les coûts logistiques. Mais il est de l'intérêt des opérateurs que le port soit moderne, que le port fonctionne bien.
Parce qu'il faut que le fonctionnement bien conduit à des coûts indirects qui peuvent être plus élevés que des coûts directs à payer pour autre chose. Et là, aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là. Mais étant entendu qu'effectivement, c'est des sujets qui sont au niveau de l'État, des sujets de préoccupation, il s'agit de trouver un équilibre entre l'impact du port sur l'économie et des ressources du port pour que le port puisse se moderniser. Mais il va sans dire que c'est réel. Mais ce n'est pas que seulement le port qui conduit à des coûts logistiques élevés, mais le port y contribue. Donc je comprends, or je retiens qu'il y a effectivement aussi des coûts logistiques qui sont liés à la congestion et effectivement à la communication entre le port et les zones urbaines qui entraînent aussi des coûts logistiques du fait des latences et des attentes au niveau du port. Mais si vous pouvez préciser aussi, c'est que dites-vous que quand vous prenez les coûts logistiques, les coûts globaux du passage de la marchandise, les ports ivoiriens y contribuent à 7,5% maximum. Port autonome de San Pedro, port autonome d'Abidjan, c'est 5% maximum pour l'autorité portuaire. Le reste, c'est les acteurs privés. Qu'ils soient portuaires ou pas, c'est les acteurs privés. C'est les manutentionnaires, c'est les transitaires, c'est les acteurs privés. Donc quand on dit le port est cher, ce n'est pas l'autorité portuaire qui renchérit les coûts portuaires, c'est les acteurs portuaires, dont les privés. Oui, très bien, très bien. Donc c'est les coûts logistiques globalement, on va dire. Alors, monsieur Alain Kouadio, j'aimerais revenir vers vous. Bon, je sais pas quel âge a le groupe Keidan, il me semble que ça date de 2015, c'est ça? Le groupe Keidan. 2013. Donc, alors je pense que du coup, on a quand même pas mal de recul sur les habitudes des affaires. La question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que on a vu naître le groupe Keidan, on a vu l'envergure que c'est aujourd'hui, et félicitations pour le travail accompli depuis le début. Comment est-ce que vous pensez que les habitudes d'affaires se sont transformées? Est-ce que vous avez senti une transformation des habitudes d'affaires sur les 15 dernières années? Dans quel sens est-ce que ça s'est fait? Et comment est-ce que vous avez pu en bénéficier? Merci Youssouf. À la suite des autres, je vous laisse féliciter Stan qui est en pleine interview là-bas, j'espère qu'il m'entend. Il ne peut pas avoir l'émergence d'un groupe comme le mien en étant relativement court, parce que 2013 jusqu'à 2024, on est à peine à 10 ans. À 10 ans, on est passé, aujourd'hui on est un chiffre d'affaires de près de 70 milliards avec 700 employés. Et tu ne peux pas avoir cette progression-là si tu n'es pas dans un environnement propice au développement des affaires. Donc forcément, nous avons ressenti cette dynamique. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de, après ces années de performance, quelle transformation économique, quelle est la transformation qu'il faut pour notre économie. Mais je réponds à cette question-là en parlant de mon expérience à moi. Parce que moi aussi, je me pose la question de savoir comment je transforme le groupe Keidan pour faire face aux futurs défis. Quand on prend notre économie, on sait tous qu'il y a des obstacles structurels, notamment le fait qu'on ait une économie qui soit très informelle. Mais cette économie aujourd'hui qui est informelle, et le ministre Diarra Sepé est là, je pense qu'il y a beaucoup de stratégies qui ont été mises en place pour pouvoir réduire la part de l'informel, pour la transformer en une économie formelle. Maintenant, quel est le rôle des champions nationaux pour contribuer à la réduction de cette économie, de cette composante informelle de notre économie? Je vais prendre l'exemple du groupe Keidan qui est dans le secteur du bâtiment. Et dans le secteur du bâtiment, on fait appel à ce qu'on appelait des manawa, qui sont des journaliers, dans toutes les compétences possibles. Et qu'est-ce que nous avons fait depuis 2 ans? Nous avons lancé un grand recrutement des jeunes entre 18 ans et 25 ans, qui sont dans l'informel, qui travaillent chez nous. Nous les avons formés, nous leur avons délivré un diplôme co-signé par nous et le ministère de la formation technique de l'apprentissage. Et cette première cohorte a été intégrée dans le groupe Keidan. Ça veut dire que, en un an, nous avons transformé 300 jeunes, 200 à 300 jeunes qui étaient dans le secteur informel vers le secteur formel. Mais on ne s'arrête pas là.
puisqu'on parle de champion national et que je me considère comme un champion national, et que je suis à la tête d'une fondation qui fait la promotion de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, ces jeunes qui travaillent avec nous, qui sont aujourd'hui tous déclarés, au bout de 2 ans, nous les encourageons à aller créer leur entreprise. Et les entreprises qui ont été créées, soit individuellement, soit avec des camarades de la cohorte, ces entreprises seront incubées chez nous. À savoir que nous allons passer des marchés à ces entreprises pendant 2 ans. Nous avons mis en place une plateforme transparente qui permettra de noter chacune des entreprises ici de cette cohorte-là. Et cette plateforme-là sera disponible au grand public pour que dans 2 ans, après 2 ans, le grand public puisse aller sur cette plateforme. Si le public a besoin d'un pompier, d'un électricien, d'un carreleur, etc., puisse aller sur cette plateforme, voir la cotation de cette entreprise sur la plateforme spécialisée dans le carrelage, etc., avec une moyenne de prix. Et aujourd'hui, avec le volume d'activité que nous avons venir de lancer la deuxième cohorte de 300 jeunes. Et on pense que sur les 5 prochaines années, on aura en moyenne 300 jeunes que nous allons sortir du secteur informel. Donc sur 5 années, on pourra sortir 1500 jeunes du secteur informel. Et si on calcule environ 30% de ces jeunes qui vont aller créer leur entreprise, on aura créé près de 500 petites entreprises juste parce qu'il y a eu l'émergence des champions nationaux. Et aujourd'hui, si nous avons 30% de part de marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire, nous sommes malheureusement le seul opérateur à avoir initié cette action. Est-ce que c'est parce que derrière cette décision, il y a une fibre affective? C'est mon pays, je suis un champion national et je vais en créer d'autres, peut-être. Même si je me base seulement sur cette composante affective, nous venons de démontrer ainsi pourquoi est-ce qu'il faut un plus grand nombre de champions nationaux. Parce que vous imaginez un peu, si ce sont les champions nationaux dans l'immobilier qui récupèrent 70% de part de marché, vous voyez le nombre d'entreprises qu'on pourra créer en très peu de temps. Mais là, je suis en train de parler de l'immobilier où je suis. Mais c'est valable pour tous les secteurs d'activité. Et je suis sûr que si dans tous ces secteurs d'activité, il y a l'émergence de champions nationaux, donc qui sont détenus, dont le capital est détenu par les nationaux, c'est important. Cette part de l'informel va être réduite pour avoir une économie de plus en plus formelle. Je termine sur une chose. La chose sur laquelle je termine, c'est de dire que c'est un engagement que le groupe Kéyan a pris. Si le groupe Kéyan a pris cet engagement parce qu'il s'estime être un champion national, c'est un engagement que l'ensemble du secteur privé peut prendre. Et qu'on soit dans un changement de paradigme, à savoir que on ne dit plus, à nous, on n'a pas de compétences en Côte d'Ivoire. Débrouillez-vous former les compétences, et si éventuellement on a besoin d'eux, on les récupère. Nous, aujourd'hui, on change de paradigme en disant, on a besoin de compétences, nous formons ces compétences, nous les intégrons et nous transformons ces compétences en entrepreneurs. Plus on aura de champions nationaux, et puis plus cette culture-là sera instaurée, et plus vite on créera de l'emploi, parce qu'on aura réduit ce secteur informel pour aller vers le formel. Merci Alain. On va revenir sur cette question parce que je pense qu'elle est importante. On va revenir après. Il y a une question que je voulais te poser qui va faire peut-être la transition avec celle que je vais poser à Dr Hachi. C'est sur la question de la pression fiscale. Sur les 15 dernières années, il y a eu un dispositif fiscal qui a évolué. Il y a eu des niches fiscales qui ont été créées par l'État pour inciter à l'investissement, etc. Mais systématiquement, entre le secteur privé et le gouvernement, il y a cette, on va dire, cette ambivalence-là sur la question de la pression fiscale. C'est où, du secteur privé, on se dit, bon, la pression fiscale telle qu'elle est mesurée par l'État,
est considéré relativement faible d'ailleurs par le FMI. C'est pour ça que je voulais poser cette question au FMI qui malheureusement est absent, et donc qui incite l'État à, entre guillemets, relativement augmenter un petit peu encore plus la pression fiscale. Mais la pression fiscale, pour être simple, c'est les recettes fiscales divisées par le PIB, mathématiquement. Le PIB, il y a la composante formelle, tu l'as dit, mais il y a aussi la composante informelle qui fait partie du PIB. Et en 2022, de mémoire, c'était de l'ordre de à peu près 50%, 50%. Donc 50% formel, 50% de la richesse créée dans ce pays vient de l'informel. Par contre, ceux qui contribuent à l'aspect fiscal, donc au numérateur de cette statistique-là que je viens de citer, c'est essentiellement des sociétés formelles. Et donc on dit statistiquement que la pression fiscale en Côte d'Ivoire pour les privés, elle est autour de, alors je parle sous contrôle du docteur Hachi, elle est autour de 24-25%. Est-ce que le groupe Keidan aujourd'hui ressent une pression fiscale qui est de l'ordre de 25%? Alors, il y a deux choses. Et la question ne devait pas s'adresser à moi. Parce que moi, je suis un entrepreneur. La maximisation de mon profit, ça fait partie de mon ADN. Et l'optimisation fiscale, c'est un instrument qui est à ma disposition pour maximiser le profit. Tout à fait. Donc, tu me poses la question de savoir si je ressens une pression fiscale. Je dirais oui, parce que ça ne maximise pas mon profit. Je ne suis pas donc la bonne personne. Mais en même temps, je dis, il y a le fait que on peut ressentir une pression fiscale parce que la base n'évolue pas. Et de par les actions de notre groupe, on élargit la base d'imposition. Donc plus on sera nombreux à entreprendre, plus on sera nombreux à être des entrepreneurs, et on va se partager cette fiscalité qui pour le moment est supportée par très peu de personnes. Mais au-delà de tout ça, là, pour moi, ce qui est important, c'est le civisme fiscal, l'éducation civique fiscale. On parle du secteur informel, oui, on ne va pas aller chercher de l'argent forcément dans le secteur informel. Et parce que aussi, on se dit, si on commence à effrayer le secteur informel, ils ne viendront pas se formaliser parce qu'ils auront peur de cette pression fiscale. Mais je pense que le danger en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ceux-là. C'est ceux qui sont imposables et qui ne font pas forcément face à leurs obligations. Donc pour moi, il y a une culture qu'il faut inculquer à tout entrepreneur. Et une fois que cette culture-là est imprégnée dans notre esprit, mais je dis, on n'est pas différent des autres pays. Personne n'aime payer ses impôts. Mais les gens ont la culture, pourquoi? Parce que on sait pourquoi on paye les impôts. Il faut juste qu'on dise aux Ivoiriens pourquoi ils payent les impôts. Mon père me disait, lui, il ne va jamais être président d'une mutuelle. Parce que quand tu es président d'une mutuelle dans un village, tu ne peux plus manger le poulet. Parce qu'on pense que c'est l'argent de la mutuelle. Et les mutuelles qui performent, c'est à leur tête des présidents qui se battent pour la communauté et on voit que ce président travaille dur avec l'argent de cette communauté à développer sa communauté. Donc si on explique aux Ivoiriens que l'argent qu'on allait prélever sur leurs efforts de travail sera destiné à créer des écoles, et des routes, etc., à améliorer leurs conditions de vie et qu'ils voient ça, il n'y a pas de raison qu'ils ne cotisent pas. Et s'ils cotisent, la pression fiscale va forcément baisser. Merci beaucoup. Donc ça me fait une parfaite transition avec ce que je vais demander à Dr Hachi. Dr Hachi, j'aimerais vous faire intervenir surtout sur les questions de transformation de la gestion financière. L'économie telle qu'on l'a décrite, qui s'est transformée, effectivement, elle a dû être financée. La méthode de financement, elle a beaucoup évolué sur les 15 dernières années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'elle s'est transformée et jusqu'où elle est aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a des questions, il y a des choses qui vont bien, d'autres qui vont moins bien. Comment est-ce que cette stratégie de gestion financière de l'État de Côte d'Ivoire a permis le développement qu'on a connu jusque-là et quelles en sont ses limites? Merci beaucoup. Je crois que le ministre a déjà indiqué éventuellement la grande évolution qu'a connue la Côte d'Ivoire en termes de développement économique. Mais quand vous regardez en gros la structure globale donc, de notre économie qui est basée, fondée éventuellement sur le secteur secondaire, on peut se rendre compte qu'on a une économie qui est dite price taker.
Donc on ne décide pas aujourd'hui ou on n'influence pas les prix à l'international. Donc la Côte d'Ivoire se dit, si je n'arrive pas éventuellement à influencer donc, les prix, il faut à un moment donné que je puisse améliorer la productivité donc, de certains produits locaux. D'où l'intérêt de pouvoir créer de la valeur ajoutée sur les produits. Et donc, qui a mené à la transformation progressive des produits comme le cacao, comme le café. Mais il y a encore des défis structurels liés éventuellement à cela et des défis climatiques. Mais pour financer tout cela, on se rend compte que malgré tous les efforts de production qui sont faits donc de transformation, les ressources qui sont obtenues à partir donc de cet exercice ne sont pas encore suffisantes pour porter l'économie. Donc on a observé depuis une dizaine d'années que la stratégie est d'aller se refinancer donc, auprès d'autres institutions à l'international pour permettre à ce que l'économie ait des ressources, on va dire étrangères, pour améliorer ou pour conduire tout ce qui est programme de développement. Donc aujourd'hui, on est dans une politique d'endettement qui permet effectivement de pouvoir poursuivre tous les programmes de développement et malheureusement, il y a de l'impact, mais le revers de cette situation, c'est qu'il faut à un moment donné qu'on soit capable de rembourser. Et la marge de remboursement, on constate qu'au fur et à mesure que les années avancent, on a moins de possibilités ou on génère moins de ressources pour éventuellement faire face à ces dépenses-là. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en 2024, on a un service de la dette rapporté effectivement aux recettes fiscales de l'ordre de 84,4%. Donc on a moins de marge de manœuvre. Ça veut dire qu'il y a 84,4% des recettes de l'État qui ne servent qu'à rembourser. Qu'à rembourser. Donc, vous voyez que exactement. Donc la marge de manœuvre qui reste à la Côte d'Ivoire en termes donc, de couches pour faire face à tout ce qui est choc reste vraiment très 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 faible. Voilà. Et voilà un peu donc si vous voulez le revers de cette politique qui est faite de pourtant, à l'origine, pour rester sur cette question-là, à l'origine, disons quand on est en 2012 par exemple, on a quand même une marge de manœuvre beaucoup plus intéressante en termes de flexibilité sur la gestion financière. Le ratio notamment du service de la dette est beaucoup plus bas. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui on soit à ce niveau-là de ratio service de la dette sur recettes fiscales? C'est deux choses. Hein. La Côte d'Ivoire, à un moment donné, en 2012, a décidé d'aller sur des programmes, des projets d'envergure qui demandent donc des ressources plus importantes en termes de développement. Donc, il va falloir chercher la ressource qui permet de répondre à cette obligation. Et deuxièmement, on n'a malheureusement peut-être pas suffisamment développé des stratégies intérieures qui permettent éventuellement de pouvoir évincer le principe donc, des ressources qui sont prises à l'extérieur et qui sont générées donc, en interne. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est lié au fait qu'une grosse partie de la dette ivoirienne soit libellée, notamment en monnaie, en devises étrangères. Absolument. C'est vraiment, si vous voulez, l'un des problèmes encore qui devrait normalement expliquer ce qu'on a, c'est que si vous prenez de la dette, si vous avez de la dette en devises étrangères, il va falloir trouver donc des ressources nécessaires pour pouvoir combler cette devise. Et comme je l'ai dit en l'entame, nous sommes price takers. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne décide pas, malheureusement, n'influence pas donc les prix à l'international. On a un volume assez important donc, de production, mais malheureusement, on subit le prix qui est fait à l'international. Et dans la politique de diversification de nos partenaires internationaux, comme partenaires commerciaux, aujourd'hui, on a des partenaires qui vont nous offrir, par exemple, du dollar, qui vont nous offrir donc du yen, qui vont nous offrir donc de l'euro, qui ne sont pas forcément des monnaies ou des devises qui correspondent en fait à nos dettes. Je prends un exemple. Hein. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire lève en fait des devises en fait en euros, mais rembourse en dollars, enfin, en CFA, mais rembourse en euros. Malheureusement, on a une parité fixe entre l'euro et le CFA, mais ce qu'on a à l'étranger, c'est le dollar. Or, le dollar fluctue par rapport à l'euro. Donc, ça semble être très réduisant pour nous, mais en réalité, il va falloir chercher assez de dollars pour combler éventuellement ce gap qui va fluctuer donc, entre les deux devises. C'est pour ça, bon, je sais, monsieur le ministre, je sais que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de votre portefeuille, mais c'est pour ça que je parlais aussi un petit peu de rente sur l'agriculture ivoirienne. Il y a un socle agricole ivoirien qui est formidable et qui permet, notamment à travers le cacao, maintenant il y a aussi une grosse industrie extractive qui permet de générer des devises. Moi, personnellement, le risque que je vois, c'est le fait que
dans cette transformation-là qui pour moi est extraordinaire, le processus d'industrialisation, il s'est bien entamé, il s'est ancré. L'inquiétude que j'ai, c'est sur l'origine des capitaux. Cette transformation, elle est encore aujourd'hui portée par des industries à capitaux étrangers. Et ça rejoint un peu le point d'Alain Kouadio sur les champions nationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, il y a eu effectivement un dispositif fiscal incitatif pour les Ivoiriens aussi, comme pour les multinationales, donc qui ont été mises en compétition sur le même dispositif fiscal. Est-ce qu'aujourd'hui, le dispositif fiscal incitatif qui a été mis en place notamment dans certaines régions pour accélérer l'investissement a porté ses fruits que pour les multinationales ou aussi en grande partie pour certaines sociétés ivoiriennes? Bien, je voudrais peut-être avant de répondre à cette question, faire quelques commentaires sur la problématique de la pression fiscale. Je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire a le taux de pression fiscale le plus bas de l'UEMOA. Nous sommes en dessous des 14%, par rapport à la norme de 20%. Je pense qu'il y a la perception de l'impôt, je veux dire, par les populations, par les opérateurs économiques, et il y a la réalité économique en fait. Et c'est vrai, dans le cadre des concertations que nous avons avec le secteur privé, on entend souvent le secteur privé indiquer qu'au niveau effectif, le taux de pression fiscale serait au-delà des 20%. Ce que je voudrais indiquer, en fait, c'est que l'État travaille à élargir son assiette fiscale. Raison pour laquelle, dans le cadre du plan que nous avons avec le FMI, des engagements ont été pris à travers les annexes fiscales que nous arrêtons de commun accord avec le secteur privé pour que progressivement, chaque année, nous puissions gagner 0,5 points supplémentaires pour pouvoir se rapprocher en fait de cette norme. Deuxièmement, l'État a mis dans son dispositif au niveau des impôts des taxes fiscales qui soient spécifiques en fait aux petites et moyennes entreprises et mieux aux entrepreneurs. Nous avons aujourd'hui la taxe communale de l'entrepreneur, etc., qui normalement est accessible, normalement est supportable par ces micro et ces petites entreprises en fait. Et mieux, nous encourageons les PME, je veux dire, à déclarer leurs activités au regard en fait de tous les avantages que nous offrons au niveau du code des investissements. Il y a une évolution au niveau du code d'investissement selon notre implantation en zone A, en zone B, en zone C. La zone C, c'est plus, on est éloigné en fait de la capitale, d'Abidjan. La PME peut être à même de bénéficier en fait d'exonérations fiscales de plus de 75% et de 100% et de crédits d'impôt jusqu'à 75%, etc. Tout ceci pour amener les PME et les micro-entreprises à glisser progressivement de l'informel vers le formel. Et pour pouvoir les identifier, notre département ministériel est en train de travailler avec une structure privée pour géolocaliser et identifier, en liaison avec le ministère du Plan, tous les entrepreneurs, c'est-à-dire les PME qui ont un chiffre d'affaires de 30 à 50 millions de francs CFA, sur tout le territoire national. Mais notre objectif en le faisant, ce n'est pas que sur le volet fiscal. D'abord, c'est bon de savoir de façon quantitative quel est le nombre exact d'unités économiques actives sur tout le territoire national. Je préfère exprimer cela. Le terme informel me semble un peu souvent péjoratif ou galvaudé, parce que ce sont des unités, en tout cas, pour moi, économiques, qui participent, vous l'avez dit, à 50% de la richesse qui est créée en Côte d'Ivoire. Et voir surtout comment les accompagner, comment les former, comment leur permettre en fait d'avoir accès au financement, comment leur permettre d'avoir accès à la protection sociale avec des produits qui sont également aujourd'hui mis en place par la CNPS, etc. Et voici un peu et comment leur permettre en fait d'être des agents de développement. Et parallèlement à ce projet, nous avons toujours dans le cadre de notre département ministériel
le projet de carte de commerçant qui nous permet également d'identifier des commerçants, de leur mettre des produits ajoutés, etc. Et des décrets ont été pris dans ce sens en fait. Tout ceci pour dire quoi? Que l'État se dit que les mêmes ne peuvent pas toujours payer, il faut élargir l'assiette fiscale. Mais en termes de communication, je pense que vous êtes témoin de tous les efforts que l'État fait à travers la télévision pour pouvoir informer les populations sur tout le dispositif fiscal et également de l'intérêt du civisme fiscal, etc. Et pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'aujourd'hui, les actions de l'État sont visibles à travers toutes les infrastructures qui sont construites ici et là sur tout le territoire national, en matière de routes, de ponts, d'énergie, d'eau, de ITC, etc. Tout ceci pour que les conditions de vie des Ivoiriens s'améliorent et que notre pays soit plus attractif. Deuxième point, moi j'écoute les commentaires, les observations sur la dette. Mais je veux dire, on ne prête comme on le dit souvent, aux plus riches. La Côte d'Ivoire vient de partir sur le marché. On cherchait 1,7 milliard de dollars. Vous savez comment on a souscrit? Plus de 5,2 milliards de dollars. Il n'y a pas 2 semaines. Parce qu'on a un bon rating, on a un bon profil risque, on est BA2, c'est-à-dire endettement modéré, perspective stable, par les plus grandes agences internationales. C'est une des meilleures notes du continent. Mais bien sûr, sur le continent, comparativement à l'Afrique du Sud, etc. Mais ce sont des faits. Moi, je reviens au cas microéconomique. Un agent qui veut construire une maison, mais il ne peut pas construire la maison sur la base de sa trésorerie active. Il va avoir une banque. Il a une quotité accessible. La banque s'assure que sa dette est soutenable, que cet agent, sans être indigent, pourra faire face au service de la dette. Je pense que c'est cela le plus important. Est-ce que la dette que nous prenons est soutenable, oui ou non? Et je pense que s'il y avait des risques, lorsqu'on voit la qualité des players qui viennent prendre des tickets sur la dette de la Côte d'Ivoire, c'est qu'ils sont confortables par rapport à nos perspectives, par rapport à nos gouvernances, par rapport à notre capacité de générer plus de ressources locales. Mais moi, je vous donne un exemple. La douane et les impôts ont généré plus de 7 500 milliards de francs CFA de ressources locales en 2024. Plus de 4 400 milliards, 4 200 milliards pour les impôts. Le budget de la Côte d'Ivoire en 2012 était de 3 600 milliards. Vous comprenez? Pour dire qu'on est dans une dynamique. Et il faut prendre de la dette qui est productive, de la dette qui permet à ton pays de générer des PIB supplémentaires. On est environ à 80 milliards de dollars aujourd'hui en termes de PIB. On était à 36 milliards il y a quelques années. Donc, pour dire que la richesse se crée, les emplois se créent, mais ça impacte la vie des populations. Écoutez, nous, quand on est dans nos régions et qu'il y a des gros campements qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, et lorsqu'on vient, grâce au soutien des partenaires financiers, à donner de l'eau et de l'électricité à des personnes qui vivent dans des campements, mais vous pensez que cette personne-là se pose des questions qu'on se pose certainement à Abidjan ici, où on n'a pas de difficultés par rapport à tout ce qui concerne les besoins basiques? Moi, je prends l'exemple, j'ai eu l'avantage d'être patron d'un groupe bancaire régional, mais j'ai vu comment les agences bancaires de certains pays de la région fonctionnaient. Dans mon budget, quand vous voyez le poste dans le budget des filiales que je supervisais, le poste groupe électrogène, mais c'était des postes énormes par rapport au bilan. Parce qu'il n'y a pas d'électricité en permanence. L'électricité n'est pas de qualité, etc. Et donc, c'est à cet objet-là que sert la dette. Et jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a jamais fait défaut. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on a manqué à nos obligations? Non. On inspire confiance. On essaie de travailler
à avoir un cadre macroéconomique qui soit robuste. Notre taux d'endettement est en dessous de 55%, etc., pour une norme de 70%. Donc nous travaillons, et le plus important, c'est la soutenabilité. Vous allez comparer la Côte d'Ivoire à des pays comme les États-Unis, etc., où le plafond de la dette est percé. Mais pourquoi on continue de leur faire confiance, c'est pas etc. la même situation. Donc je reviens à votre question. C'était pour réagir par rapport à 2 points, etc. Voilà. Par rapport aux champions nationaux, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le patron Alain, patron du groupe Keidan, a créé une entité en 2013 et aujourd'hui fait 70 milliards de francs CFA. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il a dit que c'est grâce à l'environnement des affaires qui permet l'éclosion de champions nationaux. Et je le dis souvent, les champions nationaux, ça ne se décrète pas. Ça se mérite. Et il faut faire preuve de résilience. Voyez-vous, quand je reviens au temps de la distribution des quotas dans le secteur du cacao, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Des quotas ont été distribués à certains de nos compatriotes pour pouvoir exporter le cacao, pour aider à ce qu'on puisse avoir l'émergence de nationaux dans certains secteurs stratégiques. On sait ce qu'ils en ont fait. Puisque aujourd'hui, toutes ces entités aujourd'hui qui devaient être des mastodontes, des multinationales, n'existent plus, n'existent pas. Parce que ces quotas, soit ont été retransmis sous certaines conditions à d'autres acteurs pour pouvoir réaliser les travaux. Donc, raison pour laquelle nous, notre gouvernement, nous sommes en discussion avec le secteur privé pour arrêter des mécanismes crédibles en matière d'identification des champions nationaux, de l'identification de certains de nos compatriotes qui, avec abnégation, avec engagement, ingéniosité, ont réussi à atteindre un certain niveau de maturité. Pour dire, ils ont travaillé pour avoir la confiance des banques, pour avoir la confiance des fournisseurs, des partenaires extérieurs, et il est important qu'à un moment donné, l'État puisse leur apporter un coup de pouce pour que ces acteurs-là soient prégnants, soient nos étendards, soient nos ambassadeurs par rapport à la promotion du Made in Côte d'Ivoire ou la promotion du secteur privé local. Cela est important. Et le processus est en cours, pas plus tard qu'hier, avec la Banque mondiale, le secteur privé, ce sujet était encore sur la table. Mais pour le faire, c'est vrai, comme on le voit dans certains pays, souvent on me cite le cas du Nigeria, etc., qui a une économie peu diversifiée avec que le pétrole, etc. Mais si je n'ai que quelques milliardaires, entre guillemets, quelques champions, et que je n'ai pas une politique pour pouvoir soutenir ces champions avec une pépinière de pépites, c'est-à-dire des PME à fort potentiel, ou avoir des PME qui sont au bas de l'échelle, qui sont encadrées, suivies et financées, mais je n'aurai pas une politique structurante. C'est pourquoi l'État de Côte d'Ivoire a, dans une approche disruptive, créé le guichet unique de développement des PME avec ses filiales Côte d'Ivoire PME, Société de garantie des PME, pour qu'en amont, nous puissions accompagner au titre de l'amorçage et du financement des PME. Ensuite, ces PME deviennent des pépites, c'est-à-dire des entreprises de taille intermédiaire à fort potentiel, et après des champions nationaux. Et mieux, dans notre dispositif, nous avons créé un outil qui s'appelle Agence Côte d'Ivoire Export, qui a pour vocation de promouvoir le Made in Côte d'Ivoire, parce que nous croyons en la capacité des opérateurs économiques qui font confiance à la Côte d'Ivoire pour produire des produits de qualité dans notre marché. Et l'État se doit de les soutenir pour trouver des nouveaux marchés, faire la promotion de leurs produits à l'extérieur. C'est la vocation de cette agence. Et aider à chercher des nouveaux marchés, en fait. Donc, pour vous dire, en fait, que c'est un processus qui est continu et que cela est essentiel parce que ça participe à l'inclusivité de notre économie.
et également à la création d'autres vocations. Deuxièmement, je voudrais quand même faire un commentaire, une petite réflexion, pour dire qu'il ne faut pas être complexé. La Côte d'Ivoire a son histoire. Souvent, on nous compare à certains pays, mais qui ont souvent 100 ans, 2 siècles, etc. de vie. Et l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, tel qu'on le voit aujourd'hui, est naissant. Combien de gens parmi nous acceptaient, comme Alain l'a fait, de quitter les postes de manager pour s'engager dans l'entrepreneuriat? Mais Stéphane est là, et Stanislas est là. Il a décidé d'être entrepreneur parce que l'environnement était favorable, parce qu'il s'est dit qu'il y a une possibilité. Combien d'Ivoiriens ont le goût du risque? Mais cela s'apprend. Raison pour laquelle nous travaillons à ce que dans nos curricula, nous puissions enseigner depuis la base l'entrepreneuriat et que nous travaillons à créer des centres techniques ou des lycées professionnels partout sur le territoire ivoirien et à mettre l'accent sur la formation du capital humain. La directrice générale de l'AGFOP est là par rapport à tout ce qui est fait en termes de formation pour que les Ivoiriens puissent apprendre des métiers ici et là. Donc c'est cela qui va nous permettre d'avoir un écosystème structurant qui porte les champions nationaux. Pour que dans la chaîne de valeur, on n'ait pas que quelques milliardaires, si je peux m'exprimer ainsi, mais avoir un écosystème où tout le monde trouve son compte. Et c'est à cela que nous sommes en train de travailler, bien sûr en liaison avec le secteur privé, et ce, dans tous nos secteurs stratégiques. Voyez-vous, il y a 10 ans, la notion de champions nationaux n'était pas clairement même portée par le gouvernement. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez, du sommet à la base, tout le monde est d'accord qu'il faut promouvoir les champions nationaux, qu'il faut soutenir l'entrepreneuriat national. Mais c'est pourquoi dans nos tests, au titre de la commande publique, nous étions à un seuil de 20% pour les PME. Aujourd'hui, nous sommes à un seuil de 30%. Mais en termes de réalisation, nous sommes à 40% de marché public pour les PME. Mais il faut de la volonté politique. Et cela s'exprime par cela. Il y a plus de 4500 PME qui ont bénéficié de la commande publique en 2024. Et nous comptons nous améliorer, faire mieux pour que ces PME-là puissent grandir, etc. Donc, voilà ce que je voudrais indiquer. Et puis, dire, la Côte d'Ivoire demeure un pays libéral. Le président Alassane Ouattara promeut le libéralisme à visage humain, c'est-à-dire une politique qui fait appel à l'initiative, au génie créateur. Et la Côte d'Ivoire reste un pays ouvert sur le monde. Donc nous en appelons aux investissements directs étrangers parce que nous n'en avons pas assez. Seulement 7% des IDE sont versés en Afrique, 7%. Compte plus de 60% en Asie du Sud-Est et le reliquat en Amérique latine, ça veut dire que nous avons besoin de plus de IDE. Deuxièmement, nous en appelons à ce que l'épargne nationale soit de plus en plus orientée vers le secteur productif. Vous avez beaucoup d'Ivoiriens qui ont souvent des revenus, mais qui les thésaurisent parce qu'ils ont une aversion au risque. Alors que c'est dans les affaires qu'on peut gagner plus d'argent et que c'est dans les affaires qu'on peut créer des emplois pour notre jeunesse. Je pense que cela est important. Je faisais un petit exemple hier en disant combien d'Ivoiriens parmi nous? On dit voilà un montant de 300 millions de francs CFA. Et vous avez le choix. Vous dites écoutez, ces 300 millions, vous pouvez les investir pour avoir une résidence que vous souhaitez à la Riviera 4, ou ces 300 millions, vous les mettez dans une affaire, mais avec le risque que cela comporte. Vous comprenez combien de personnes parmi 10 vont choisir d'investir dans une entreprise? Raison pour laquelle il faut un travail à la base en termes de formation du capital humain pour qu'on puisse faire comprendre aux populations, aux jeunes, que c'est seulement par l'entrepreneuriat
que nous pouvons aller de l'avant. Mais cela nécessite, en fait, je suis d'accord avec vous, beaucoup de mesures d'accompagnement de l'État, aussi bien au niveau structurel, au niveau financement, au niveau, en termes d'incitation, etc. Merci Donc c'est un beaucoup. processus qui est continu. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup pour cette intervention. Il y a une toute dernière question sur laquelle j'aimerais vous faire réagir tous pour clôturer. On n'a pas le temps, malheureusement, d'aborder certains points que j'avais prévus. On a parlé beaucoup de statistiques, beaucoup de données macroéconomiques. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse réagir sur une chose, c'est comment est-ce que ces transformations-là qu'on a mentionnées, qui peut-être dépeignent un peu l'idée d'un pays de grandes opportunités, ce qui est vrai en grande partie d'ailleurs, comment est-ce que cela se reflète dans la vie de l'Ivoirien moyen, dans ses revenus, dans sa capacité à profiter du service public, à se soigner, à manger correctement. Comment est-ce que cela se reflète? Qui veut prendre la parole là-dessus? Peut-être on terminera peut-être par vous, comme ça on vous donne le mot de la fin. D'accord. Docteur Hachi peut-être. Alors, ok. Pour l'impact effectivement de tout ce qui est statistique que nous avons, il est indéniable. Hein, je pense que ça a été présenté qu'on a des indicateurs sociaux qui sont très évolutifs, donc qui montrent effectivement l'impact de toutes les politiques qui sont menées jusqu'à présent. Mais une économie, elle se ressent malheureusement au jour le jour. Donc, quand vous êtes dans une économie libérale, parfois il y a des éléments qui vous échappent, notamment en termes donc, de contrôle des prix. Quand les prix, par exemple, sont fixés et devraient être respectés, par exemple, par tous les marchés possibles, et que le panier de la ménagère subit éventuellement cette fluctuation d'inflation qui est présentée donc sur le marché, alors cet individu qui va, par exemple, sur ce marché-là, va être confronté éventuellement à une volatilité de coûts, une volatilité dans des prix, et finalement, ce qui est déclaré ne sera pas ce qui est ressenti. Donc, ça nécessite éventuellement beaucoup de mesures de contrôle. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup de choses, mais on devrait davantage, en fait, mettre des mécanismes pour que tout ce qui est comme élément macro, élément gouvernemental bien décidé, doivent être appliqués donc, à un niveau vraiment très, très, très minime donc, au niveau donc, de la population. C'est malheureusement parfois ce gap et qui justifie éventuellement tout ce qui est comme gabégie, tout ce qui est comme déperdition effectivement des ressources qui sont dégagées pour améliorer un certain nombre de choses qui sont constatées et qui finalement ne permettent pas à l'Ivoirien lambda d'avoir la pleine mesure de participer à la croissance qui est dite donc inclusive et qui permettrait éventuellement d'être très à l'aise avec donc, tous les chiffres qui sont présentés. Merci, docteur Hachi. Monsieur le directeur général, je vous laisse la parole. Non, merci. À ce niveau, juste dire que monsieur le ministre du Commerce l'a dit, il s'agit aujourd'hui de mettre en place les éléments qui permettent de générer de la ressource, de créer de la richesse, pour pouvoir après, pas de distribution, mais faire en sorte que chaque Ivoirien puisse en bénéficier. Et si vous voyez aujourd'hui certains facteurs de production, certains éléments de coût de la vie au quotidien, c'est plus ou moins subventionné. C'est-à-dire que quelque part l'État intervient et que les coûts qui sont mis en avant ne sont pas les coûts réels. Une partie est absorbée par l'État, par le biais de mécanismes qui permettent de ne pas faire répercuter ça sur les consommateurs. L'autre élément, ces dernières années, vous avez dû suivre aussi que, en termes de pouvoir d'achat, l'État a fait un effort, que ce soit dans le secteur de l'administration publique, du privé, etc. L'État a incité à donner plus de pouvoir d'achat aux populations. Donc l'un dans l'autre, effectivement, évidemment, dans le quotidien, ça peut ne pas être senti tout le temps, mais l'effort est là. Et à la réalité, c'est que c'est en produisant plus de richesses qu'on pourra continuer ces éléments-là. Aujourd'hui, il y a des coûts de facteurs qui sont parfois élevés, liés à des contingences. Si ces coûts de facteurs deviennent amoindris, si l'électricité est supportable, si les carburants, les coûts sont supportables, si le port, à la limite, la logistique est à un coût raisonnable, forcément, ça va impacter tout ce dont vous parlez en termes de ressenti au quotidien de ce qui est fait. Mais visiblement, aujourd'hui, les conditions sont en train d'être créées pour attirer davantage d'investisseurs, encourager les Ivoiriens à investir davantage, à moins thésauriser, à mettre l'argent dans l'économie.
Et ces conditions créées d'une année à l'autre vont permettre justement d'améliorer un peu les... Est-ce qu'on peut dire, sur la question elle est commune, hein, est-ce qu'on peut dire sur les 15 dernières années que le pouvoir d'achat de l'Ivoirien moyen a progressé positivement? C'est une vraie question. Je ne suis pas la seule à la poser, hein, j'imagine. Je n'ai pas d'éléments statistiques sous la main, mais je suis maire d'une commune, je vis avec des populations et j'ai un retour en termes de ressenti et d'expression du quotidien. Évidemment, tout le monde n'a pas forcément de la liquidité en main, mais tout le monde a des commodités qui aident à vivre mieux. Et un centre de santé, l'électricité à côté, de l'eau potable, etc. Et je suis convaincu que ça déjà, c'est une amélioration des conditions de vie. C'est déjà quelque chose de positif Bien qui a sûr. été gagné. Bien sûr. Monsieur Alain Kouadio, la même question pour vous. Alors, moi, je veux bien avoir l'espoir de ce que plus cette croissance soutenue va durer dans le temps et l'impact de ce développement économique va se faire ressentir sur les populations. Donc, pour moi, c'est une question de temps. Il ne faudrait pas qu'il y ait une rupture dans cette croissance soutenue et on va tous prier pour que cette Côte d'Ivoire-là connaisse toujours cette croissance-là sur une longue période pour que cela profite à tous. Il y a une responsabilité qui est aussi celle des acteurs du privé. Vous le faites déjà, hein, les actions que vous faites sur le terrain contribuent également à améliorer cette condition-là pour les agents que vous touchez. Parce que nous sommes dans un environnement avec une croissance soutenue. Si on n'est pas dans un environnement avec une croissance soutenue, nos efforts seront vains. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le ministre, je vous laisse le mot de la fin et on passera à peut-être 2 questions. Soraya, 2 questions, c'est ça? Très bien. Bien, moi, ce que je voudrais indiquer, comme je l'ai indiqué, pour la fixation des prix, l'État intervient exceptionnellement dans le mécanisme de fixation de prix, comme le prévoit l'ordonnance au titre de la concurrence, parce que l'option que le législateur ivoirien a choisie, c'est vraiment que les prix se fixent selon la loi de l'offre et de la demande. Et donc, mais lorsque nous constatons une situation de crise, nous sommes amenés à intervenir. Raison pour laquelle nous avons pris des tests pour pouvoir élargir la base des produits réglementés, qui était initialement de 3 jusqu'à 21 produits, et à insérer dans notre dispositif le principe du plafonnement des prix que nous appliquons à une dizaine de produits de grande consommation, le riz, l'huile, le sucre, etc. Et qui permettent à nos agents de nous assurer sur le terrain que ces prix sont effectivement appliqués. Ce que je vais indiquer, en fait, c'est que lorsque nous arrêtons des prix plafonnés, c'est généralement issu des discussions que nous avons avec le secteur privé, c'est-à-dire les industriels, les importateurs, les grossistes, etc. Donc nous essayons d'économiser en fait les marges des intermédiaires qui n'ont rien à voir avec le circuit de distribution. Vous avez pu noter que sur la base en fait de l'évolution à la baisse du coût du clinker à fin décembre, nous avons travaillé avec les cimentiers pour baisser le prix de la tonne du ciment et du sac de ciment. Et nous avons également noté une évolution à la baisse du prix du baril au niveau international. Vous avez noté au début de ce mois, à la baisse également du prix à la pompe, etc. Mais lorsqu'il y a des évolutions, nous sommes souvent amenés, à prendre des mesures d'ajustement. Et cela est également valable pour le riz. On constate que l'Inde, qui pour des raisons domestiques avait bloqué en fait les exportations de riz, des élections étant terminées, ils sont revenus sur le marché. Donc aujourd'hui, vous avez une offre abondante. Donc cela a impacté le prix du riz et les prix du riz dans nos marchés ont baissé par moyenne selon les qualités, de 5%, de 14% et pour certaines qualités jusqu'à 20%. Donc pour dire que nous essayons chaque fois, lorsqu'il y a des évolutions dans le marché, de les répercuter au niveau des consommateurs et de promouvoir la concurrence en réalité. Parce que c'est la concurrence qui fait le marché, de travailler à casser les monopoles de fait et à ce que plusieurs acteurs puissent s'insérer en fait dans la distribution des produits. Deuxièmement, lorsque nous notons par rapport à ce qui concerne la politique sociale du gouvernement,
malgré les budgets, je veux dire, qui existent, l'État a prévu un dispositif particulier que nous appelons PSGO, Plan social du gouvernement, pour qu'une partie du fruit de la richesse puisse impacter les plus faibles, en fait. À travers, comme je l'ai indiqué, la construction d'écoles ou des centres de santé, localisés dans des campements, dans des villages, etc. Ou bien même faire des transferts directs à des populations à travers les filets sociaux. Lorsque vous êtes identifié comme pauvre, comme vulnérable, il y a un programme où 36 000 francs par trimestre sur 3 ans vous est affecté. Et je pense que au niveau de la télévision et sur les réseaux sociaux, on constate des témoignages des personnes qui disent que leur vie a changé pour cela. Parce qu'on sait que dans une société, il y a toujours des personnes vulnérables que l'État doit accompagner pour qu'ils puissent demain être en fait ces unités économiques actives, etc. Et puis pouvoir, à leurs besoins, éventuellement créer des emplois. Tout ceci pour dire que nous pensons que nous sommes dans la bonne direction. C'est-à-dire avoir un développement économique qui a pour finalité le capital humain, qui a pour finalité l'homme. Est-ce que la politique que nous menons à la fin impacte les conditions de vie de nos populations? Voyez-vous, toutes les décisions qui ont été prises pour augmenter le salaire des fonctionnaires, faire des déblocages, augmenter le SMIC de 36 000 à 75 000 francs, etc. Mais tout cela impacte les conditions de vie des populations. Moi, je note, je suis ministre en charge du commerce, que des grandes enseignes font des études pour s'assurer. Est-ce que dans ce pays-là, on a une classe moyenne, l'étude qui date il y a 4 ou 5 ans, on estimait environ à 30%. Mais la plupart des grandes enseignes internationales viennent s'installer en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent qu'il y a un marché, il y a un pouvoir d'achat. Faites un peu le tour, la presse est là. Faites le point, il y a 10-15 ans, vous aviez des enseignes qui n'étaient pas du tout en Côte d'Ivoire. Et des études ont été faites pour dire non, il y a un marché ici, il faut venir. En matière de loisirs, en matière de commerce, etc. Pour dire que quelque chose est en train de se passer. Et nous devons travailler à renforcer cela pour avoir une classe moyenne qui soit la plus large possible. Pour que tous les Ivoiriens puissent bénéficier des fruits de cette croissance que nous avons. Comme je le disais sur un plateau, on ne partage pas la pauvreté. Donc il faut créer des PIB supplémentaires. Ça peut paraître macroéconomique, mais ce PIB est calculé sur la base des activités des micros, du secteur informel, des grandes entreprises et des PME. C'est le cumul qui donne ce PIB pour dire chaque année, il faut qu'on augmente d'au moins 6%. Imaginez-vous si la Côte d'Ivoire maintient cette trajectoire sur les 10-15 prochaines années, notre pays va continuer d'être transformé. On verra qu'il y a des ports économiques qui vont se créer aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, comme on a commencé à le voir. Moi, je suis élu à Yamoussoukro, mais il y a 10 ans, il y avait à peine 2 ou 3 usines à Yamoussoukro. Mais aujourd'hui, nous avons plus de 15 usines qui y sont installées. Même à Tumodi, on a des usines, on a des zones industrielles un peu partout. On a plus de 1500 hectares de terrain aménagés pour les industries en Côte d'Ivoire, dans une dizaine de villes. À Séguéla, à Bondoukou, etc., dans toutes ces zones. Et en Saint-Pedro, je n'en parle pas. Et on note, au niveau des collectivités territoriales, parce que, vous savez, nos populations sont devenues de plus en plus exigeantes. Tout le monde travaille aujourd'hui à attirer des investisseurs dans ces régions. En liaison avec le CPC, vous avez pu voir Invest in Sud Comoué, Invest in Boaké, le 24 c'est Invest in Odiene, etc., etc. Parce que chacun veut montrer, grâce aux investissements réalisés par le chef de l'État, parce que vous avez la route, vous avez l'électricité, vous avez l'eau, vous avez le ICT, mais les entreprises peuvent s'installer. Vous avez également Air Côte d'Ivoire qui, comme on appelle, qui a un réseau domestique qui couvre les principales régions, etc. Donc aujourd'hui, nous avons, je pense, en fait, des facteurs de production qui nous permettent d'espérer pour demain, au regard des perspectives. Je n'en ai pas suffisamment parlé en termes d'intégration économique avec la zone de libre-échange continentale africaine, etc. Tout cela nous reste à espérer, à renforcer nos fondamentaux pour que notre économie et nos entreprises restent compétitives, que nous travaillons toujours à promouvoir l'innovation,
et que nous travaillons également à adresser les défis de durabilité par rapport à tout ce qui porte aujourd'hui sur l'économie circulaire, etc. Et que nous travaillons à développer les métiers de l'avenir. C'est les industries culturelles et créatives, l'industrie du sport, etc. Ce sont des métiers qui vont permettre. Changer, effectivement. Donc tout ça va impacter, puisqu'on n'a pas eu le temps de... Parce que c'était 15 ans et après. Donc pour dire qu'on a encore plus à proposer qu'on a fait les 15 dernières années. Et je voudrais pour terminer, rassurer les Ivoiriens, les populations vivant en Côte d'Ivoire, que 2025 sera, c'est vrai, une année électorale, mais que les investisseurs continuent de faire confiance à notre pays. Nous avons vécu tellement de choses et beaucoup de cataclysmes ont été annoncés depuis 1993, 2000, 2002, mais la Côte d'Ivoire demeure, la Côte d'Ivoire est là et continue de renforcer chaque fois son leadership, son statut. Aussi bien en Afrique de l'Ouest, nous sommes deuxième pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest économiquement performante. Nous sommes dans les top 10 au niveau du continent africain. Donc la Côte d'Ivoire va continuer, va profiter de toutes les perspectives au niveau de la communauté économique régionale CEDEAO et au niveau de la ZLECAf. Donc je demande, si vous permettez, aux investisseurs, il y a de l'animation politique, comme partout ailleurs. Comme partout ailleurs. On a vu ce qui s'est passé en France il y a quelque temps avec une décision de justice que je ne commenterai pas. On voit ce qui se passe partout, même aux États-Unis aujourd'hui. Mais le pays demeure et l'économie doit continuer de tourner et de fonctionner. Donc que les investisseurs continuent de faire confiance à notre pays et investir. C'est maintenant. Les politiques, en tout cas, font, c'est vrai, de l'animation. C'est normal par rapport à tous ces débats qui ont pu être faits. Mais je suis persuadé que les Ivoiriens savent, à un moment donné, se mettre au-dessus et privilégier l'intérêt de la nation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On a toujours le temps pour 2 questions ou pas? D'accord, donc on va prendre 2 questions, très rapidement. Pardon? Ah d'accord, donc on a déjà 2 questions de prêtes. Une première. Oui. Alors qui est-ce qui a le métro? Si vous voulez vous présenter et juste... Je me jette à l'eau. Après 15 ans de performance de la Côte d'Ivoire, je pense que l'illustration est claire. Nous avons ici le ministre en charge du commerce et de l'industrie, qui a beaucoup parlé de la transformation structurelle de notre économie. Nous avons également un bon exemple en matière d'infrastructures portuaires et puis également un bon exemple en matière d'acteurs économiques, surtout M. Kouadio Alain et puis le docteur Yapi, je crois, qui a touché un peu le point que je voulais évoquer. Je ne sais pas s'il a été effleuré un peu, mais c'est le fait des perspectives qui se s'ouvrent pour nous dans le cadre de développement du secteur bancaire et financier. Je pense qu'on a beaucoup parlé de chiffres, c'est vrai. Monsieur le ministre a parlé du montant du PND qui va certainement s'accélérer, n'est-ce pas, qu'il faut que ça croîte. Et lui-même est un banquier. Et donc, je me pose la question de savoir quelles seraient les perspectives pour une structuration de notre secteur bancaire et financier pour accompagner justement cette transformation structurelle de notre économie. Vous avez parlé de nombreuses initiatives prises par le gouvernement. Moi, je travaille sur des indicateurs du MCC dans le cadre du programme avec le gouvernement ivoirien. Et nous sommes intéressés par l'accès au crédit. Et je voudrais vraiment avoir une réponse peut-être qui pourrait nous faire rêver quand on pense au nombre de banques qu'il y avait dans les années 60 en Côte d'Ivoire. Il y avait peut-être 5 ou 6 banques. En 90, peut-être une dizaine. Cette année, je crois que nous sommes à 30. Le ministre pourra confirmer, puisque lui-même a été président de l'association des banques de Côte d'Ivoire. Je pense à une Côte d'Ivoire qui aurait un grand nombre de banques, n'est-ce pas, d'investissement,
de fonds de pension et d'investissement et de banques, surtout dédiées à la femme, aux jeunes, puisqu'on en a parlé de ce matin. Merci pour ma question. Merci beaucoup. On va prendre directement la deuxième question. Donc la première question de M. Tano, c'est sur le secteur bancaire, mais je pense l'ensemble du secteur financier. Est-ce que l'ensemble du secteur financier est outillé pour prendre en charge le développement futur? Donc la deuxième question. Oui, monsieur. Ah, pardon, on va prendre une dame, parce qu'on n'a pas de dame, malheureusement. Désolé, on va prendre une dame, parce qu'on n'a même pas de dame sur le panel. Donc ça va compenser un petit peu. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Mon nom est Sonia Taureau. Je suis la directrice exécutive de la Chambre de commerce privée Union européenne-Afrique, avec une antenne à Bruxelles et maintenant à Abidjan et une autre à Accra. Alors, j'aimerais d'abord remercier mon collègue ici qui a posé la question justement sur le secteur bancaire, parce qu'en effet, la question de l'accès au financement est une question qu'on essaie justement de traiter. Et cette diversité d'accès au financement, cette innovation financière, on a eu l'occasion d'en discuter en ce qui concerne le secteur maritime. Et bientôt, on aura l'occasion d'en parler aussi en marge du Sahara en ce qui concerne l'accès au financement pour l'agro-business en Afrique. Mais la question que j'ai, elle est très très simple parce que justement, on entend parler, et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de son Excellence, Monsieur le Ministre, donc sur tout ce qui a été fait, et les chiffres le montrent, donc pendant ces 15 dernières années, pour justement faciliter l'accès à la visibilité de ces entités, on parle d'informel, mais de ces entités qui contribuent à l'économie. Et ma question, elle est très simple. J'ai envie de dire, avec tout ce qui a été fait, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas, et c'est en même temps une suggestion peut-être, est-ce qu'on n'est pas à un moment d'une communication efficace? Parce que nous, ce qu'on reçoit dans les dossiers, c'est vrai que les gens entendent ce qui est disponible au niveau des initiatives du gouvernement, mais il y a toujours cette méfiance. Les porteurs de projets qu'on reçoit nous disent, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je vais vraiment avoir accès à tout cela? Et donc, c'est une question, mais en même temps une suggestion. Est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant une campagne de communication avec en marge de la notion des champions nationaux, plutôt une notion d'ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui racontent leur histoire et où d'autres pourront s'identifier. Voilà, c'est une question. Donc une campagne de communication sur les résultats, un peu plus axée sur les résultats de ce qui a été fait. Et surtout sur les initiatives, sur ce qui est disponible. Et sur les initiatives Exactement. également. D'accord, voilà, très merci. bien. Donc deux questions. Monsieur le ministre, je vais vous laisser commencer. On a très peu de temps, donc essayons d'être circonscrits dans les réponses. Vous êtes ancien banquier, donc on vous a directement indexé sur la question de monsieur Tano, ce qui est normal. Bien, je vais essayer. Vous savez, c'est vrai que les banques ont fait beaucoup d'efforts. Quand je regarde le volume du crédit que les banques faisaient en 2017, on était environ à 7 000 milliards. Mais selon les dernières statistiques, c'est pratiquement environ 14 000 milliards de financement qui est fait. Même s'il y a eu des évolutions au niveau du crédit à l'économie qui est autour des 30%. Mais lorsqu'on se compare à des pays, je veux dire comme le Maroc, il est important qu'on puisse travailler à être à un taux de 60% ou 70%. Tout ceci pour dire que beaucoup a été fait par le système bancaire, mais il reste beaucoup à faire. Le système bancaire ivoirien, je veux dire, est soutenu par un plan de développement du service économique et financier qui est porté par le ministère des Finances et du Budget, comme ça s'appelle maintenant, et qui nous a permis en fait de restructurer le système bancaire, bien sûr sous l'autorité de la Banque centrale. Et pour ce qui concerne l'État de Côte d'Ivoire, vous avez pu noter que des entités ont été privatisées. La Banque populaire est désormais dans le giron du privé. Également, Versus Bank est aujourd'hui dans le giron du privé. Donc l'État lui-même aujourd'hui n'a que 2 banques avec les autres acteurs du secteur privé. La BNI, qui est la Banque nationale d'investissement, et la BHCI pour soutenir notre politique de l'habitat, etc., en Côte d'Ivoire par rapport aux logements sociaux, etc., pour pouvoir y attirer des ressources supplémentaires. Mais je pense que les banques vont continuer de faire des efforts pour financer le système, enfin, pour financer les opérateurs économiques, etc. Mais ce que je veux noter, c'est qu'aujourd'hui, il faut des alternatives en termes de financement.
Parce que vous savez, le besoin d'une entreprise, il y a le besoin ce qu'on appelle le BFR, c'est-à-dire par rapport au cycle d'exploitation, etc. Mais les problématiques des PME, généralement, peuvent paraître comme capitalistiques. Donc aujourd'hui, c'est de trouver d'autres alternatives. On a, c'est vrai, pour le BFR, la facturage, le leasing, etc. Mais il faut penser à plus promouvoir avec les autorités monétaires le marché des capitaux et également le marché du capital risque, etc. Parce que beaucoup de besoins seront adressés à travers la désintermédiation et non l'intermédiation, en fait. Parce que si capitalistiquement, les PME et les local corporates sont renforcés, ça leur permet de ce qu'on dit de leverage, c'est-à-dire d'augmenter leur capacité d'endettement auprès du système bancaire, parce que dès lors que vous avez plus de fonds propres, votre profil de risque est acceptable en termes de solvabilité, en termes de capacité de remboursement de la dette, en termes de liquidité, etc., etc. Donc je pense que c'est ce qui est en train de se faire avec des réformes qui sont envisagées, mais qui demandent l'implication, en tout cas, de l'autorité des marchés financiers pour faire des réformes. Et puis, pouvoir offrir au marché des nouveaux produits d'épargne. Parce que quand vous voyez le taux d'épargne national, on est à 18%. Le taux d'investissement, on est à 26%. Il y a un gap. C'est pour ça qu'on est amené à aller chercher de l'argent derrière. Et quand vous voyez le volume de thésaurisation financière en Afrique, mais c'est énorme, qui échappe au système bancaire et financier. Donc pour dire qu'il y a un travail qui doit être fait et qui doit être continu, et la raison pour laquelle l'État met en place des structures comme la structure de garantie des PME pour baisser la version des banques au crédit, faire des garanties individuelles ou des garanties de portefeuille pour que les banques puissent financer les PME, etc. Et donc, en tout cas, je voudrais féliciter les banques pour ce qui est fait, mais il reste beaucoup à faire, mais il faut que dans notre écosystème, il y ait d'autres acteurs, voilà, des family office, des business angels, des fonds d'investissement, tout cela, on leur place en fait. Les fonds de pension aussi, M. Tano mentionnait les fonds de pension qui effectivement... Et pourquoi on utilise au mieux, en tout cas, toutes ces importantes ressources qui sont dans les mains des institutions de prévoyance sociale, etc., qui peuvent participer à la dynamique économique. Je pense que des réflexions sont en cours et tout ça va apparaître en fait dans le prochain PND 2026-2030. Sur la seconde question. Pardon? Sur la seconde question. Oui, la seconde question, bon, je prends bonne note des points concernant la communication. On essaie de le faire. Et souvent, les ministres montent même au créneau. C'est toujours à travers... On est maintenant plus présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez sur le terrain des agents qui sont... Alors, c'est pas de la défiance, c'est plus de la méfiance. C'est des gens qui se disent, bon, ben... Il y a une communication qui est faite, mais est-ce que c'est véritablement ce qu'il y a derrière la communication? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez? Non, ce qu'on est en train de faire, on essaie d'aller vers les canaux qui sont le plus visités désormais par les Ivoiriens. Parce qu'on note que ce qui passe à la télé n'est pas forcément suivi par notre cible. Donc aujourd'hui, le gouvernement est présent, c'est vrai, sur Facebook, sur TikTok, sur tous les types, en tout cas, de réseaux, pour que l'information puisse passer. Et on poursuit la sensibilisation en disant aux jeunes, écoutez, vous voyez, s'il y a un événement bizarre, ça va faire le buzz, vous allez voir 2 millions de vues, tout de suite, d'ici la fin de la journée. Mais une information qui dit, écoutez, chers jeunes, il y a une possibilité d'avoir de l'emploi dans telle entreprise, donner tel élément, tel élément, tel élément, mais souvent on a des difficultés, vous regardez le nombre de vues, mais c'est souvent difficile. Donc, c'est un travail continu. Peut-être qu'il faut encore développer d'autres astuces pour que nos jeunes aussi comprennent qu'ils doivent aller à la recherche de la bonne information pour pouvoir améliorer en fait leurs conditions de vie. Et je pense que on prend bonne note de ce point. J'en parlerai avec le ministre en charge de la communication parce qu'on essaie de s'améliorer. Il y a le CICG qui porte en tout cas la communication gouvernementale. On essaie en tout cas de faire au mieux à travers en tout cas tous les supports qui nous sont disponibles pour passer le message, également pour que les populations soient informées des projets, des programmes et des mesures que prenne l'État pour l'amélioration
du bien-être de nos populations. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Effectivement, je confirme que je reçois des WhatsApp du gouvernement, donc effectivement, il y a pas mal de choses qui évoluent. Je vous demanderai de féliciter par vos applaudissements, messieurs et dames, les panélistes d'aujourd'hui qui sont prêtés à l'exercice. Merci encore à vous tous. Et Soraya, je te laisse continuer. Alors, merci beaucoup et désolé pour le retard. Merci, cher.